Elle avait été chassée, affamée, avec ses 3 enfants accrochés à ses jupes, prise dans une tempête de neige qui avait déjà emporté 2 hommes cette même semaine. Pouvez-vous imaginer une mère veuve, sans le sou, sans abri, avec 3 bouches à nourrir, tentant de survivre dans les montagnes glacées des Alpes françaises, sachant que chaque pas dans la neige pourrait être le dernier pour ses enfants? Cela paraît incroyable, mais cette histoire se déroule durant l'hiver 1889, dans un village oublié des Alpes du Nord nommé Sainte-Croix-des-Neiges. Seule, rejetée par la famille de son défunt mari, Élisabeth Roussel marcha de toutes ses forces jusqu'à cette maison perdue dans la forêt, où régnait le silence et la terreur, et où, de l'avis de tous, les esprits d'enfants morts erraient encore dans les couloirs déserts. Mais ce que personne ne savait, c'est que sous ce plancher de bois pourri, un secret enfoui depuis 70 ans attendait d'être révélé. Et ce secret ne recelait ni or ni bijoux, il contenait quelque chose de bien plus dangereux, la vérité sur des crimes que tout le village tentait d'oublier. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et un commentaire ci-dessous, car ce qu'Élisabeth a découvert dans cette maison abandonnée a non seulement bouleversé sa vie, mais a aussi révélé les secrets les plus sombres qu'un village entier tentait de dissimuler depuis 70 ans. Et vous, répondez-moi en commentaire, auriez-vous le courage de vous réfugier dans un lieu réputé maudit, si c'était votre seule chance de protéger vos enfants du froid mortel? La cloche de l'église Sainte-Croix-des-Neiges sonna 3 fois, tandis qu'Élisabeth sentait la porte de l'auberge se refermer derrière elle. Ce n'était pas un son poli, un adieu respectueux. Ce fut un claquement sec et violent, suivi du cliquetis métallique du loquet qui se verrouillait de l'intérieur. C'était le 23 janvier 1889, et la neige tombait si abondamment que le monde semblait plongé dans le noir. Le son ne se contenta pas de résonner dans ses oreilles, il lui pesa comme un poids de plomb sur l'estomac, anéantissant tout espoir. Élisabeth se tenait sur le seuil glacé, ses 3 enfants serrés contre ses jupes de deuil noir, la fixant d'une terreur indicible. Le propriétaire, M. Gérard, un homme au ventre proéminent et à la moustache grise tachée de tabac, l'observait depuis la fenêtre embuée du 2e étage. Il n'avait pas la décence de baisser les yeux. Élisabeth savait qu'il n'éprouvait aucun remords, seulement la froide satisfaction d'avoir rempli son devoir de propriétaire. Elle n'avait pas payé de loyer depuis 3 mois. 3 mois depuis la mort de son mari, Philippe, écrasé par une poutre à la scierie. 3 mois, Madame Roussel, dit Gérard, la voix étouffée par la vitre, mais encore audible dans le silence de la rue déserte. 3 mois de charité, c'est plus que ce qu'un propriétaire chrétien devrait donner. La mairie peut s'occuper de vous maintenant, ou la famille de votre défunt mari. Élisabeth ne répondit pas. Ses mains tremblaient, non pas de froid, mais d'une rage glaciale qui montait d'elle. La famille de son défunt mari. Quelle ironie cruelle! Les Roussel ne voulaient plus rien avoir à faire avec elle depuis les funérailles. Pire encore, ils la blâmaient. Ils disaient que Philippe était parti travailler ce matin d'été parce qu'Élisabeth l'avait poussé, parce qu'elle voulait une nouvelle robe, parce qu'elle n'était jamais satisfaite. Des mensonges cruels, nés du chagrin et du besoin de trouver un coupable. Mais les mensonges, Élisabeth l'apprit à ses dépens, pèsent plus lourd que la vérité lorsqu'ils sortent de la bouche d'une personne riche et influente. Elle serra la main de sa fille aînée, Claire, une fillette de 9 ans, dont les yeux bruns en avaient déjà trop vu. À côté d'elle, les jumeaux, Mathieu et Émilie, à peine âgés de 5 ans, s'accrochaient à la jupe mouillée d'Élisabeth, les lèvres bleues de froid. « Allons-y, » murmura Élisabeth, la voix plus ferme que le cœur. « Trouvons un endroit où dormir. » Mais où? Le village de Sainte-Croix-des-Neiges était petit, à peine 200 âmes, et tout le monde savait tout. Tout le monde savait qu'Élisabeth Roussel était la veuve sans le sou, celle que la famille Roussel avait publiquement reniée à la messe du dimanche. Personne ne voulait l'aider. Personne ne voulait que le fléau de l'abandon s'abatte sur son foyer. Ils se mirent en marche. La neige tombait avec une insistance cruelle,
recouvrant rapidement leurs empreintes. Élisabeth n'avait pas de destination précise, seulement le besoin impérieux d'avancer, de ne pas se laisser surprendre par le froid. Les ruelles étroites du village étaient désertes. De la fumée s'élevaient des cheminées des maisons de pierre, emportant avec elles le doux parfum de la soupe aux choux et du pain frais. L'estomac d'Élisabeth se noua violemment. Claire trébucha dans la neige, ses bottes usées, trempées et lourdes. Élisabeth la saisit par le bras et la tira vers le haut, avec une force qu'elle ne se croyait plus capable d'avoir. « Allez, ma chérie, encore un petit effort, un peu plus loin. Mais où exactement ?» Claire ne posa pas la question, mais ses yeux la demandaient. Élisabeth regarda autour d'elle avec désespoir. La place centrale du village s'étendait devant elle, avec l'église de pierre grise qui se dressait comme un géant silencieux. Peut-être le prêtre, peut-être le père Étienne aurait-il pitié. Mais lorsqu'ils poussèrent la lourde porte en bois de l'église et pénétrèrent dans l'intérieur froid et sombre, ils trouvèrent le prêtre en pleine conversation avec un autre homme, le docteur Arnaud Blanchard, le médecin du village. Tous deux se retournèrent au grincement de la porte. Le regard du prêtre était empreint d'une pitié condescendante. Le regard du médecin était empreint d'un mépris pur. « Madame Roussel, » dit le père Étienne, sa voix résonnant sous les voûtes de pierre, « vous ne devriez pas être ici. L'église n'est pas un refuge pour ceux qui ne peuvent se défendre. » Élisabeth ressentit ces mots comme une gifle. « Père, mes enfants ont froid. Nous avons juste besoin d'un endroit où passer la nuit. Je trouverai du travail demain, promis. » Le docteur Blanchard s'avança en ajustant ses lunettes à monture dorée. « Du travail ? Quel genre de travail une femme sans instruction peut-elle faire en hiver, madame? Le village a déjà assez de lavandières, et de couturières, et de cuisinières. » Il marqua une pause, laissant le silence peser lourd, puis avec un sourire froid, il reprit « La mairie propose son aide, bien sûr, mais cela implique que vous confiez les enfants à l'orphelinat de Grenoble. Ils y seront bien soignés. Et vous pourrez ensuite vous débrouiller seul. » « Non. » La phrase sortit d'Élisabeth comme un coup de feu. « Non. Je n'abandonnerai pas mes enfants. »« Alors vous les condamnez à la misère, » dit le médecin, la voix aussi froide que le marbre sous ses pieds. « Quelle sorte de mère fait une chose pareille ?» Élisabeth n'avait pas de réponse. Ou plutôt, si, mais aucune que ces hommes puissent comprendre. Elle prit la main de Claire et se retourna, quittant l'église sans se retourner. Le vent la frappa avec une violence renouvelée, comme si la montagne elle-même était furieuse de son entêtement. « Où allons-nous, maman ?» demanda Mathieu, sa petite voix tremblante. Élisabeth ne savait pas. Elle arpentait les rues enneigées, frappant aux portes, suppliant. Personne n'ouvrait. Certains ne répondaient même pas. D'autres criaient de l'intérieur « Allez-vous-en, nous n'avons rien pour vous !» La nuit tombait. La température chutait. Élisabeth sentait le froid s'insinuer jusqu'aux os des jumelles. Émilie se mit à pleurer, d'un sanglot étouffé et épuisé, pire que des cris. C'est alors qu'elle l'aperçut. Au bout de la rue, là où le village s'arrêtait et où la forêt commençait, se dressait une vieille pancarte en bois délavé, presque invisible sous la neige. La maison froide, 3 kilomètres. Élisabeth connaissait ce nom. Tout le monde à Sainte-Croix le connaissait. C'était la maison abandonnée dans la forêt. La maison où Céleste Moreau, la sage-femme herboriste, avait vécu 70 ans avant de disparaître. Certains disaient qu'elle avait été emportée par les loups. D'autres disaient qu'elle avait fui après avoir été accusée de tuer des nouveau-nés avec ses potions. Depuis, la maison était évitée, considérée comme maudite, un lieu où les esprits des enfants morts pleuraient encore les nuits de pleine lune. Mais Élisabeth ne croyait pas aux malédictions, ou plutôt, elle ne croyait pas qu'une malédiction puisse être pire que de laisser ses enfants mourir de froid dans les rues d'un village qui les avait abandonnés. « Allez !» dit-elle d'une voix ferme pour la première fois de cette journée interminable. « Je sais où aller. » Claire la regarda avec crainte. « Maman, cette maison ?»
Je sais, Claire, je sais ce qu'on dit. Mais parfois, les morts sont plus cléments que les vivants. Alors que la neige effaçait leurs traces et que la nuit engloutissait le village derrière eux, Élisabeth Roussel et ses 3 enfants se mirent en route vers la forêt, vers le silence, vers la maison froide, vers une destination qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. La forêt engloutit la lumière du jour en moins de 15 minutes. Les arbres, des pins géants, noirs comme des ombres figées, se dressaient de part et d'autre du sentier étroit, leurs branches chargées de neige formant une canopée oppressante qui bloquait même la faible lueur du crépuscule. Le monde s'était réduit à un couloir de glace et d'obscurité. Élisabeth serrait ses enfants contre elle, si près qu'elle sentait la douce chaleur de leur corps contre ses jambes. Claire tenait la main de Mathieu, qui tenait celle d'Émilie. Ils formaient une chaîne humaine, un seul être luttant contre le froid et la peur. Le silence était total. Aucun oiseau ne chantait, aucun petit animal ne bruissait dans la neige. Seul le bruit de leurs pas, un rythme lourd et étouffé, et la respiration haletante des enfants se faisaient entendre. L'air glacial brûlait les poumons d'Élisabeth à chaque inspiration, comme si elle inhalait des éclats de verre. « Maman » murmura Émilie, la voix si basse qu'elle se perdait presque dans le vent. « Je ne sens plus rien dans mes pieds. » Élisabeth s'arrêta. Agenouillée dans la neige, elle tenta de frotter les petits pieds de sa fille à travers ses bottes trempées, les mains engourdies. La peau d'Émilie était pâle, presque grise. La panique monta à la gorge d'Élisabeth, mais elle la réprima, la maîtrisant par la seule force de sa volonté. « On y est presque », mentit-il d'une voix faussement calme. « Encore un petit peu, mon enfant. Quand on arrivera, je ferai un feu. Tu n'auras pas froid, je te le promets. » Émilie ne répondit pas. Son regard était vitreux, fixé sur un point lointain qu'Élisabeth ne pouvait distinguer. C'était le regard d'un enfant qui se résigne. Élisabeth connaissait ce regard. Elle l'avait vu chez des soldats blessés pendant la guerre dont son père lui avait parlé, des hommes qui cessaient tout simplement de se battre. Non, pas aujourd'hui, pas mes enfants. Elle prit Émilie dans ses bras malgré la douleur lancinante qui la faisait souffrir. La fillette était si légère, un fardeau d'os et de vêtements trempés. Mathieu se mit à pleurer doucement, mais Claire lui serra la main plus fort, le tirant vers elle. « Continue de marcher, Mathieu », dit la fillette d'un ton ferme qui paraissait étrange venant d'un enfant de 9 ans. « Maman a besoin que tu sois fort. » Le sentier, si tant est qu'on puisse l'appeler ainsi, était presque invisible sous la neige accumulée. Élisabeth ne suivait que le vague souvenir de son enfance, lorsqu'elle avait entendu parler de la maison froide. Sa propre mère l'avait mise en garde. Ne jamais y aller. Ce lieu porte en lui la tristesse des innocents, dit-elle. Céleste Moreau a fait un pacte avec quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire. Et quand on fait des pactes comme celui-là, la dette ne s'éteint jamais. Mais que représentaient les superstitions comparées à la réalité du froid qui allait emporter leurs enfants avant l'aube? Le vent se mit à hurler. Ce n'était pas le bruit habituel du vent dans les arbres, c'était un son aigu, presque humain, qui fendait les troncs et résonnait dans la forêt comme une lamentation. Mathieu sanglotait plus fort. Claire serra les lèvres, mais ses yeux trahissaient sa peur. Élisabeth se força à continuer. Un pas, puis un autre, puis un autre. Le poids d'Émilie dans ses bras rendait chaque mouvement insupportable, mais elle ne pouvait s'arrêter. S'arrêter, c'était mourir. Combien de temps ont-ils marché? Impossible à dire. Le temps, dans la forêt, ne s'écoulait pas de la même façon. Cela pouvait être 30 minutes comme 3 heures. Tout semblait figé dans le temps. Et puis, finalement, Élisabeth l'aperçut. La maison froide. Elle surgit des arbres telle une apparition, une structure de pierre gris foncé, partiellement recouverte de neige et de mousse noire. Elle comportait 2 étages, d'étroites fenêtres aussi sombres que des yeux vides, et une porte en bois massif légèrement penchée sur le côté, comme lasse d'attendre quelqu'un qui ne revint jamais. La maison ne semblait pas abandonnée. Elle semblait endormie. Son état de conservation avait quelque chose d'inquiétant.
comme si le temps avait oublié de l'atteindre. Le toit d'ardoise était intact, sans trou ni tuile tombée. Les murs ne portaient aucun signe d'effritement. C'était comme si Céleste Moreau était sortie le matin cueillir des herbes et n'était jamais revenue. Claire s'arrêta de marcher. « Maman, je ne veux pas entrer. » Élisabeth regarda sa fille. La fillette tremblait violemment, les lèvres violacées, les yeux écarquillés de peur. Mais ce n'était pas seulement la peur du froid, c'était la peur de cet endroit, de ce que les histoires avaient semé dans son jeune esprit. « Claire, dit Élisabeth d'une voix basse mais ferme, préférerais-tu mourir ici, transi de froid, avec ta sœur dans mes bras, ou préférerais-tu rentrer et avoir une chance ?» La question était cruelle mais nécessaire. Claire déglutit difficilement, les larmes ruisselant sur ses joues rouges. Elle regarda Mathieu qui tremblait à ses côtés, puis Émilie, inconsciente dans les bras de sa mère. Elle hocha lentement la tête. Élisabeth s'approcha de la porte. Elle déposa délicatement Émilie au sol, l'appuyant contre le mur de pierre. La fillette respirait. Dieu merci, elle respirait encore, mais sa respiration était superficielle et irrégulière. La poignée de porte en fer était recouverte de glace. Élisabeth la saisit, sentant le métal gelé contre sa peau, et poussa. La porte ne bougea pas d'un pouce. Elle était bloquée, non pas par un loquet, mais par des années d'abandon et d'humidité qui avaient fait gonfler le bois. Élisabeth poussa plus fort, appuyant son épaule contre la surface rugueuse. Claire la rejoignit, poussant de ses petites mains. Avec un long et aigu gémissement, un son qui ressemblait à un cri étouffé, la porte s'ouvrit enfin. L'odeur qui s'en dégagea était inattendue. Ce n'était pas l'odeur de renfermé ou de décomposition qu'Élisabeth attendait. C'était une odeur sèche, presque médicinale. Des herbes, de la poussière, et autre chose, quelque chose de doux et d'étrange qu'elle ne parvenait pas à identifier. L'intérieur était plongé dans l'obscurité, complètement noir. Élisabeth y pénétra prudemment, ses yeux peinant à s'habituer à la pénombre. Peu à peu, des formes commencèrent à émerger des ténèbres. Il y avait des meubles. Une longue table en bois trônait au centre de ce qui semblait être la pièce principale. Des chaises étaient empilées contre le mur. Des étagères, des dizaines, recouvraient les murs du sol, au plafond, remplis de bocaux en verre foncé, de cruches en céramique et de boîtes en bois. Des plantes séchées pendaient du plafond, liées en bouquets qui se balançaient légèrement dans le courant d'air frais qui entrait par la porte ouverte. C'était une pharmacie à l'ancienne. Un lieu de guérison, ou la mort. Élisabeth ne savait pas lequel. « Entrez, » dit-elle à Claire. « Amenez votre frère et votre sœur. » Claire hésita, puis obéit. Mathieu entra, serrant sa sœur contre lui, ses grands yeux scrutant la pièce obscure. Élisabeth prit de nouveau Émilie dans ses bras et entra en dernier, claquant la porte derrière elle avec un bruit sourd qui résonna dans la maison vide. Le son résonna longtemps, trop longtemps. Comme si la maison possédait des pièces et des couloirs invisibles à Élisabeth, tous réagissant au claquement de cette simple porte close. « Reste ici, » dit Élisabeth en déposant Émilie près de l'âtre de pierre qui dominait un mur. « Je vais chercher du bois. » Elle trouva du bois de chauffage empilé près de la cheminée, du bois sec et parfait, comme si quelqu'un l'avait préparé récemment. Mais c'était impossible. Personne n'était entré dans cette maison depuis 70 ans. Ou non? Élisabeth repoussa cette pensée. Elle avait besoin de feu. Elle avait besoin de chaleur. Rien d'autre ne comptait. Mais elle n'avait ni allumette, ni silex. Elle avait quitté la pension avec pour seul bien ses vêtements et ses enfants dans les bras. Comment allait-elle faire du feu? Elle se mit à fouiller la pièce, ses mains tâtonnant le long des étagères. Elle trouva des bocaux fermés, des boîtes scellées, des outils en métal qu'elle ne reconnaissait pas. Et puis, dans un petit tiroir du bureau, elle le trouva. Une boîte d'allumettes. Élisabeth l'ouvrit d'une main tremblante.
Il y avait peut-être une vingtaine d'allumettes à l'intérieur, leurs bouts rouges intacts. Impossible. Des allumettes ne dureraient pas 70 ans. Mais ils étaient là. Elle traça une ligne. La flamme apparut instantanément, vive et brûlante, illuminant son visage et projetant des ombres dansantes sur les murs couverts d'étagères. Élisabeth alluma le bois dans la cheminée. Le feu prit rapidement, crépitant et pétillant, emplissant la pièce d'une lumière dorée et de la chaleur bienfaisante dont ils avaient désespérément besoin. Claire et Mathieu s'approchèrent aussitôt, tendant leurs mains tremblantes vers les flammes. Élisabeth retira les vêtements mouillés d'Émilie, l'enveloppa dans son propre châle, le seul tissu sec qu'elle possédait, et la plaça près du feu. Pendant un long moment, personne ne parla. Ils se contentèrent de regarder les flammes, sentant la chaleur ranimer leurs corps engourdis. C'est Mathieu qui a rompu le silence. « Maman, il y a quelqu'un à l'étage. » Élisabeth s'est figée. « Quoi? Quelqu'un marche. » « J'entends ses pas. » Tout le monde se tut. Puis Élisabeth l'entendit elle aussi, des pas lents et lourds. À l'étage, résonnant au plafond, juste au-dessus de leur tête. Pas, 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 pas. Et puis, ils se sont arrêtés. Le silence qui suivit était pire que n'importe quel son. Élisabeth ne bougea pas. Son regard était fixé sur le plafond en bois sombre, tandis qu'elle retraçait mentalement le parcours des pas qui s'étaient arrêtés. Ils avaient commencé dans un coin, peut-être au-dessus de la cuisine, et avaient traversé toute la maison jusqu'à s'immobiliser juste au-dessus de l'endroit où elle et les enfants étaient assis. Comme si quelqu'un nous observait. Comme si quelqu'un savait exactement où ils se trouvaient. Claire se serra contre sa mère, ses doigts agrippant le tissu humide de la jupe d'Élisabeth. Mathieu ne respirait même plus, les yeux grands ouverts, fixés au plafond. Émilie, toujours inconsciente près du feu, était la seule à ne rien remarquer. « Ce sont peut-être les rats », murmura Claire d'une voix si basse qu'elle était à peine audible. « De gros rats. » Élisabeth connaissait le bruit des rats. Elle avait vécu dans des endroits suffisamment pauvres pour reconnaître le bruissement rapide et irrégulier des rongeurs sur les murs. Ce n'étaient pas des rats. C'étaient des pas humains, lents, délibérés, lourds. « Restez ici, » dit Élisabeth en se levant lentement. Sa voix était ferme, mais son cœur battait si fort qu'elle craignait que les enfants ne l'entendent. « Non, maman, non !» Claire s'agrippa désespérément à son bras. « Ne monte pas !» Élisabeth plongea son regard dans les yeux de sa fille, des yeux emplis d'une terreur pure et enfantine. Elle aurait voulu lui dire que tout allait bien, qu'il n'y avait rien là-haut, que c'était juste le vent ou la maison qui s'affaissait, mais elle ne pouvait pas mentir, pas maintenant. « S'il y a quelqu'un dans cette maison, dit calmement Élisabeth, en retirant doucement le bras de Claire, je dois le savoir. Il pourrait s'agir de quelqu'un qui a besoin d'aide, ou de quelqu'un qui ignore notre présence, ou quelque chose qui ne veut pas que nous soyons là, dit Claire, la voix brisée. Élisabeth ne répondit pas. Elle prit une des bûches du tas, une pièce lourde et épaisse qui pourrait servir d'arme au besoin, et se dirigea vers l'escalier qui longeait la pièce. L'escalier était étroit et raide, en bois sombre, qui grinçait sous chaque marche. Il n'y avait pas de rampe. Les murs de pierre de part et d'autre étaient couverts de taches d'humidité qui, dans la faible lumière de la cheminée, ressemblaient à des visages déformés. Élisabeth monta lentement, chaque marche craquant sous son poids. Le bruit résonna dans la maison vide, annonçant sa présence. Si quelqu'un se trouvait là-haut, il savait désormais qu'elle arrivait. Le couloir du deuxième étage était long et étroit. 3 portes, toutes fermées, se trouvèrent d'un côté, et une unique fenêtre au fond, masquée par un épais rideau qui bloquait la moindre lueur de lune. L'obscurité y était quasi totale. Élisabeth s'avança, le bois de chauffage levé, prête à attaquer. Son cœur battait la chamade. Tout son être lui criait de faire demi-tour, de descendre les escaliers, de prendre les enfants et de fuir dans la neige. Mais où aller? Il n'y avait nulle part où aller. Elle atteignit la première porte.
Elle posa la main sur la poignée de fer froid. Elle prit une profonde inspiration. Elle la tourna. La porte s'ouvrit dans un long gémissement. La pièce était vide, complètement vide. Pas de meubles, pas de lit, rien. Juste le parquet recouvert d'une fine couche de poussière qui n'avait pas été touchée depuis des années, des décennies. Élisabeth laissa échapper un souffle qu'elle ne s'était pas rendu compte qu'elle retenait. Elle ferma la porte et se dirigea vers la deuxième pièce. Vide, elle aussi. Mais cette fois, il y avait quelque chose. Au centre de la pièce, dessinée dans la poussière du sol, se trouvait une marque. Un cercle parfait entouré d'étranges symboles, des lignes droites, des courbes, des points. Elle semblait ancienne. Elle semblait intentionnelle. Élisabeth sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce n'était pas un hasard. Quelqu'un l'avait dessinée. Mais quand? Et pourquoi? Elle referma rapidement la porte et se dirigea vers la troisième. Celle-ci était différente. La porte était entr'ouverte. Juste une fente, mais suffisante pour qu'Élisabeth puisse apercevoir quelque chose à l'intérieur. Des meubles, un lit, un bureau. Elle poussa lentement la porte. La pièce était intacte. Pas seulement conservée, intacte, comme si quelqu'un venait de partir. Le lit était fait de drap blanc, jauni par le temps. Un vase en céramique était posé sur le bureau, vide, mais sans poussière. Une chaise en bois était placée comme si quelqu'un venait de s'enlever, et sur le mur au-dessus du lit, il y avait un portrait. Une femme, jeune, peut-être 30 ans, les cheveux noirs tirés en arrière en un chignon strict, et des yeux qui semblaient suivre quiconque les regardait. Ses lèvres étaient légèrement tourlées dans une expression qui n'était pas tout à fait un sourire. C'était plutôt une expression de connaissance, de secret gardé. Sous le portrait, une plaque de bronze est gravée des inscriptions suivantes. Céleste Moreau, sage-femme et guérisseuse. Sage-femme et guérisseuse. Élisabeth fixa le portrait. Il y avait quelque chose dans le regard de cette femme, quelque chose d'indéfinissable. Ce n'était ni de la malice ni de la bonté, c'était de la compréhension. Comme si Céleste savait exactement ce qu'Élisabeth ressentait à cet instant précis. La peur, le désespoir, la solitude d'être abandonnée du monde. Un bruit derrière elle, un craquement. Élisabeth se retourna brusquement, le bois de chauffage fut levé. Il n'y avait personne, mais la porte de la chambre, la porte qu'elle avait laissée entr'ouverte, était maintenant complètement fermée. Le cœur d'Élisabeth s'emballa. Elle courut vers la porte et tira sur la poignée. La porte ne s'ouvrit pas. Elle était verrouillée. De l'extérieur. Impossible. Il n'y avait personne dans le couloir. Elle aurait vu. Elle aurait entendu. « Ouvrez cette porte !» cria Élisabeth en frappant du poing sur le bois. « Qui est là? Ouvrez-la maintenant !» Silence. Puis, une réponse. Non pas du couloir, de l'intérieur de la pièce. Derrière elle. Une voix. Féminine. Grave. Presque un murmure. « Vous n'auriez pas dû venir. » Élisabeth tourna sur elle-même si vite qu'elle faillit tomber. Elle parcourut la pièce du regard. Vide. Il n'y avait personne. Seulement elle. Les meubles et le portrait de Céleste Moreau qui la regardait avec ce sourire qui n'en était pas un. « Mais puisque vous êtes venu, vous devrez en payer le prix. » La voix semblait venir de partout à la fois, des murs, du plafond, du sol. Élisabeth serrait si fort le bois de chauffage que ses mains lui faisaient mal. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous » Un rire, faible et triste. Un rire chargé de décennies de souffrance. « Je veux ce que tout le monde veut, Élisabeth Roussel. La justice. Mais la justice a un prix. Elle en a toujours un. Comment connaissez-vous mon nom ?» Silence. Long et pesant. Puis, la porte derrière elle s'ouvrit d'elle-même. Un léger clic, et la porte s'écarta lentement, dévoilant le couloir vide et sombre. Élisabeth n'attendit pas. Elle courut. Elle dévala les escaliers si vite qu'elle faillit trébucher, le cœur battant la chamade,
les poumons en feu. Elle atteignit la pièce principale où les enfants l'attendaient, le visage blême de peur. « Maman !» Claire accourut vers elle en l'enlaçant. « Que s'est-il passé? On t'a entendu crier !» Élisabeth la serra dans ses bras, puis attira Mathieu contre elle. Elle était complètement déboussolée. Qu'avait-elle vécu là-haut? Une hallucination due à l'épuisement et à la peur, ou quelque chose de plus profond? Peu importait, ils n'avaient pas le choix. La nuit dehors les tuerait. À l'intérieur, au moins, il y avait du feu. Ils avaient un abri. Et s'il y avait autre chose dans cette maison, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir, ils devraient l'affronter. « Tout va bien », mentit Élisabeth, en repoussant les cheveux mouillés du visage de Claire. « Il n'y a personne à l'étage. C'était juste le vent. La maison est vieille. Elle fait des bruits bizarres. » Claire n'y croyait pas. Élisabeth le voyait dans ses yeux. Mais la jeune fille ne protesta pas. Elle était trop fatiguée, trop effrayée. « Dormons ici, près du feu, » dit Élisabeth. « Tous ensemble. Demain, nous verrons ce qu'il faut faire. » Elle rassembla les enfants près de la cheminée, se servant de ses bras et de son corps pour créer une barrière entre eux et le reste de la maison. Émilie était toujours inconsciente, mais sa respiration semblait un peu plus ample. Son visage avait repris des couleurs. Mathieu s'endormit le premier, épuisé et incapable de résister. Claire lutta plus longtemps, clignant lourdement des yeux avant de finalement céder. Élisabeth resta éveillée, attisant le feu, observant les ombres danser sur les murs. Et j'essayais de ne pas regarder les escaliers. J'essayais de ne pas penser à la voix que j'avais entendue. J'essayais de ne pas demander ce que signifiait « payer le prix ». Les heures s'éternisaient, le feu crépitait. Dehors, le vent hurlait, faisant gémir et craquer la maison. Élisabeth luttait contre le sommeil, mais l'épuisement était un fardeau insupportable. Ses yeux commencèrent à se fermer, et c'est à ce moment-là qu'elle a entendu un bruit provenant du dessous du plancher, juste en dessous de l'endroit où il dormait. Ce n'étaient pas des bruits de pas cette fois-ci, c'était une égratignure, lente, délibérée, comme des ongles ou des griffes qui grattent du bois. Grattage, 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 comme si quelque chose essayait de sortir. Élisabeth ouvrit les yeux. Elle regarda le plancher de bois, et elle vit. Une des planches était mal fixée, légèrement déplacée, comme si elle avait été récemment démontée et remise en place. Et en dessous, il y avait les ténèbres. Des ténèbres profondes, et quelque chose bougeait dans cette obscurité. Élisabeth ne pouvait détacher son regard de cette planche branlante. Le grattement s'était arrêté dès qu'elle l'avait fixé du regard, comme si ce qui se cachait dessous savait qu'elle avait été découverte et attendait de voir ce qu'elle allait faire. Le feu crépitait, projetant une étincelle qui s'éteignait avant de toucher le sol. La lumière vacillante donnait l'impression que les planches du plancher de bois bougeaient, respiraient, palpitaient, comme quelque chose de vivant. Élisabeth contempla ses enfants endormis. Claire était recroquevillée en position fétale, les bras enlacés autour de Mathieu. Émilie s'était enfin réveillée, quelques minutes seulement, avait bu un peu d'eau de la neige fondue qu'Élisabeth avait réchauffée près du feu, puis s'était rendormie. Sa respiration était plus régulière. Elle reprenait des couleurs. Ils étaient vivants. Pour l'instant. Mais cette planche qui bougeait, ce bruit. Élisabeth savait qu'elle ne pourrait pas dormir sans savoir ce qui se cachait en dessous. La peur de l'inconnu était pire que la peur d'affronter ce qui s'y trouvait. Du moins, c'est ce qu'elle essayait de se convaincre. Lentement, prenant soin de ne pas réveiller les enfants, Élisabeth se leva. Ses articulations protestaient, le froid et l'épuisement l'avaient raidie et lui causaient des douleurs. Elle prit une des bougies qu'elle avait trouvées dans un tiroir, l'alluma et se dirigea vers la planche branlante. Il s'agenouilla. Le bois était vieux, usé par le temps, mais étrangement propre. Aucune poussière ne s'était accumulée autour, contrairement aux autres planches. Comme si quelqu'un l'avait déplacée récemment. Élisabeth fit glisser ses doigts le long du bord de la planche.
Légèrement surélevée, elle était facile à saisir. Trop facile. Comme si elle n'attendait que d'être trouvée. Elle hésita. Une partie d'elle-même, la partie rationnelle, celle qui croyait encore aux causes naturelles, lui disait de ne pas s'en mêler, de ne pas intervenir, de simplement survivre à la nuit et de partir au matin. Mais une autre partie, celle qui avait entendu la voix à l'étage, celle qui avait senti les pas sur le plafond, celle qui savait que cette maison recelait des secrets, avait besoin de savoir. J'avais besoin de comprendre. Élisabeth a retiré la planche. Elle sortit sans effort, sans résistance, révélant un espace vide en contrebas, une obscurité épaisse. Élisabeth rapprocha la bougie. La lumière révéla des marches de pierre qui descendaient, une cave, ou une cave à vin, ou pire encore. L'air qui s'en dégageait était froid, plus froid encore que celui de la maison, et portait une odeur qu'Élisabeth reconnut immédiatement. Des herbes séchées. Mais pas seulement. Il y avait autre chose, une odeur chimique, médicinale. Et en dessous, une légère odeur de terre humide et de pierre ancienne. Élisabeth se retourna. Les enfants dormaient encore, le feu brûlait toujours avec éclat. Elle avait le temps. Je voulais juste jeter un coup d'œil rapide, juste pour savoir. Elle est descendue. Les marches étaient raides et étroites, taillées à même la roche. Il y en avait 8. Élisabeth les comptait une à une en descendant, la bougie tremblant dans sa main, projetant des ombres déformées sur les parois de pierre nues. La cave n'était pas grande, 4 mètres sur 4 tout au plus. Le plafond était bas, Élisabeth le touchait presque de la tête, mais ce qu'elle découvrit à l'intérieur lui glaça le sang. Des étagères, des dizaines d'étagères encastrées dans les murs, toutes remplies de bocaux en verre foncé, de bouteilles scellées à la cire, de boîtes en bois étiquetées d'une élégante écriture ancienne. Des instruments étaient suspendus à des crochets, des ciseaux, des pinces à épiler, des lames aussi fines que du papier. Il y avait des piles de livres reliés cuir, dont les dos portèrent des titres latins qu'Élisabeth ne savait pas lire. Et au centre de la cave, sur une table en pierre lisse, se trouvait un coffre. Elle n'était pas grande, de la taille d'une valise à peine. Elle était en bois sombre, du chêne peut-être, renforcée par des bandes de fer noir, légèrement rouillées par le temps. Un simple cadenas la fermait, mais il était ouvert et pendait mollement de son anse, comme si quelqu'un venait de l'ouvrir, comme si quelqu'un attendait qu'Élisabeth le trouve. Elle s'approcha lentement. La bougie tremblait tellement dans sa main que sa lumière dansait violemment sur les murs. Élisabeth posa la bougie sur la table, et les 2 mains libres toucha le couvercle du coffre. Le bois était froid, presque glacé, mais il n'était pas humide. Il était parfaitement sec, parfaitement conservé. Élisabeth prit une profonde inspiration, et elle ouvrit la porte. À l'intérieur, il n'y avait ni or, ni bijoux, rien que l'on puisse qualifier de trésor. Il y avait du savoir, des carnets, au moins 15, tous reliés en cuir souple et fermés par des rubans de soie délavés. Élisabeth prit le premier et l'ouvrit avec précaution. Les pages, fines comme du papier de soie, étaient couvertes d'une écriture minuscule et précise. Des dessins détaillés de plantes, racines, feuilles, fleurs, étaient accompagnés de notes en ancien français. Élisabeth en reconnut quelques-unes. Valériane, camomille, bouleau, mais il y en avait beaucoup d'autres qu'elle n'avait jamais vues. Des plantes aux noms étranges, Aconitum napellus, Digitalis purpurea, Atropa belladonna. Et à côté de chaque dessin, des instructions. Comment récolter, quand récolter, quelle partie utiliser, comment préparer et à quoi elle servait. Ce carnet était consacré aux fièvres, le suivant aux accouchements difficiles, le suivant encore aux plaies infectées. Il y en avait un entier dédié au poison, non pas pour tuer, mais pour comprendre, pour reconnaître les symptômes, pour soigner les intoxications accidentelles. Élisabeth feuilletait les pages plus rapidement,
le cœur battant la chamade. Chaque carnet était un manuel, un guide. Des décennies de connaissances médicales accumulées par une femme qui avait appris par elle-même, qui avait expérimenté, qui avait guéri. Céleste Moreau n'était pas une sorcière. Elle était scientifique, médecin, sauveuse. Au fond du coffre, sous les cahiers, Elisabeth découvrit autre chose. Un livre plus grand et plus lourd, relié en cuir rouge foncé, qui paraissait presque noir à la faible lueur des bougies. Il n'y avait pas de titre sur la couverture, juste un symbole gravé dessus, le même symbole qu'Elisabeth avait vu dessiné dans la poussière de la pièce vide à l'étage. Un cercle, des lignes, des points. Elle ouvrit le livre, et il comprit immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'un manuel médical, c'était un journal intime. Les premières pages étaient datées. 3 juin 1819. 3 juin 1819. Il y a 70 ans. L'écriture était la même que dans les cahiers, mais l'encre était plus pâle. Elisabeth rapprocha la bougie et commença à lire. « Aujourd'hui, j'ai enterré le 3e enfant du mois, la fille du forgeron. Elle n'avait que 6 jours. La mère a tellement pleuré que j'ai cru que son cœur allait se briser. Elle m'a dit que le bébé allait bien à la naissance, fort, en pleine santé. Mais la 3e nuit, elle a commencé à avoir des convulsions. La 6e, elle était morte. C'est la même histoire que pour les 2 autres. Crise d'épilepsie, fièvre, mort rapide. Les parents me tiennent pour responsable. Ils disent que mes mains sont maudites. Mais je sais que ce n'était pas moi. Je sais qu'il y a quelque chose qui cloche. Quelque chose que les parents ne voient pas. Ou qu'ils ne veulent pas voir. Elisabeth tourna la page, le souffle court. Le 10 juin, je suis allé chez le docteur Blanchard. Je lui ai demandé d'examiner les corps, de m'aider à comprendre. Il a refusé. Il a dit que c'était une perte de temps, que les bébés meurent, qu'ils ont toujours vécu ainsi, et que je devais accepter la volonté de Dieu. Mais j'ai vu ses yeux quand je lui ai posé la question. J'y ai vu quelque chose. De la peur, de la culpabilité, je ne sais pas. Mais j'ai décidé d'enquêter par moi-même. Elisabeth sentit un frisson lui parcourir l'échine. Docteur Blanchard. Ce nom. Le médecin du village, celui qui l'avait insulté à l'église, s'appelait désormais docteur Arnaud Blanchard. S'agissait-il de la même personne? Impossible. 70 ans se sont écoulés. Mais le nom... Elle continua sa lecture, tournant les pages rapidement. Le 15 juin, je l'ai fait. J'ai examiné le corps du bébé du forgeron avant l'enterrement. J'ai trouvé quelque chose. Sur les lèvres de l'enfant, une substance, blanche, cristalline. Je l'ai senti. Je l'ai reconnu immédiatement. Arsenic. Quelqu'un a empoisonné ce bébé. Et je soupçonne qu'ils ont empoisonné les autres aussi. Elisabeth cessa de respirer. Le 20 juin, j'ai confronté le docteur Blanchard. Je lui ai montré mes conclusions. Il les a niées. Il s'est moqué de moi. Il a dit que j'étais une femme ignorante qui jouait au médecin. Mais j'ai vu la panique dans ses yeux. Il le sait. Il sait ce qui se passe. Et soit il est impliqué, soit il protège celui qui l'est. Le 22 juin, j'ai reçu la visite de 2 hommes cagoulés. Ils ne se sont pas identifiés. Ils m'ont dit d'arrêter de poser des questions. Ils ont dit que si je continuais, il arriverait quelque chose de grave. Pas seulement à moi, mais à toutes les femmes qui me sont chères. J'ai peur, mais je ne peux pas m'arrêter. Ces enfants méritent justice. Les entrées suivantes étaient frénétiques. Céleste avait poursuivi son enquête. Elle avait découvert un schéma récurrent. Tous les bébés décédés étaient issus de familles pauvres, des familles qui n'avaient pas les moyens de leur offrir des soins médicaux adéquats, des familles qui dépendaient de sages-femmes comme Céleste. Et tous ces décès sont survenus après les visites du docteur Blanchard, l'ancien docteur Blanchard, pas l'actuel. Céleste avait découvert qu'il était payé par de riches familles pour régler des problèmes. Bébés non désirés, grossesse hors mariage, héritiers indésirables. Il les a tués. Et il a fait croire à des morts naturelles.
Et quand Céleste l'a découvert, il l'a réduite au silence. La dernière entrée du journal date du 30 juin. Ils viendront me chercher ce soir. Je le sens. J'ai emballé mes carnets, mes disques, mes preuves. J'ai tout caché à la cave, sous une protection que seul un désespéré pourrait trouver. Si quelqu'un lit ceci, si quelqu'un a trouvé ce journal, alors il faut qu'il sache. La vérité est plus importante que la peur. La justice est plus importante que le silence. Que ma mort ne soit pas vaine, que ces enfants ne soient pas oubliés. Et méfiez-vous des Blanchards. Le mal se transmet de père en fils comme une maladie. La page suivante était blanche. Il n'y avait plus d'entrée. Céleste Moreau n'a plus jamais écrit. Élisabeth referma lentement son journal, les mains tremblantes. Ses pensées s'emballaient. Le docteur Blanchard d'aujourd'hui, Arnaud Blanchard. Le savait-il? Détenait-il le secret de son grand-père? Il continuait encore? Non, impossible. Les temps ont changé, les choses ont évolué. Mais ont-ils réellement existé? Un bruit au-dessus d'elle, des pas, rapidement. Claire était réveillée. « Maman, maman, où es-tu » Élisabeth remit rapidement le journal dans la malle, prit la bougie et monta les marches 4 à 4. Elle déboucha dans la pièce principale, où Claire se tenait, les yeux écarquillés de panique. « Je me suis réveillée et tu n'étais pas là. »« Je suis là, ma chérie, » dit Élisabeth en serrant sa fille dans ses bras. « Je suis désolée, j'étais juste en train d'explorer. » Claire regarda le trou dans le sol. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Élisabeth hésita. Mais finalement, elle opta pour la vérité, ou du moins une partie de la vérité. Le savoir, dit-elle doucement. La médecine. La femme qui vivait ici était une guérisseuse, et elle a tout laissé derrière elle. Claire fixait le trou avec un mélange de peur et de curiosité. Pourrait-elle nous aider? Élisabeth pensa à Émilie. Elle pensa à la fièvre qui avait failli l'emporter. Elle pensa au carnet qui contenait des traitements pour des centaines de maladies. « Oui, dit-elle, je pense que c'est possible. » Mais en disant cela, une partie d'Élisabeth savait qu'il y avait autre chose. Ce que Céleste avait laissé derrière elle n'était pas seulement un savoir. C'était un avertissement. C'est une mission. Le matin arriva sans prévenir. Pas de lever de soleil, seulement une transition progressive de l'obscurité totale à une grisaille crépusculaire qui filtrait à travers les interstices des fenêtres. La neige avait cessé pendant la nuit, mais le ciel restait lourd, chargé de nuages annonciateurs de nouvelles tempêtes. Élisabeth n'avait pas dormi. Elle avait passé le reste de la nuit à lire les carnets à la lueur d'une bougie, à mémoriser les traitements, à absorber des décennies de sagesse accumulées par Céleste Moreau. Ses yeux brûlaient de fatigue, mais son esprit était vif, alerte, plein de possibilités. Les enfants se réveillèrent lentement. Mathieu le premier se frottant les yeux et bâillant, puis Claire qui se redressa et observa la maison d'un œil nouveau, non plus la terreur de la nuit précédente, mais une prudence curieuse, et enfin, Émilie. La jeune fille ouvrit les yeux, des yeux clairs, concentrés. « Maman ?» Sa voix était faible, mais c'était sa voix, pas le gémissement délirant de la fièvre. Élisabeth sentit des larmes chaudes couler sur ses joues. Elle s'agenouilla près de sa fille et lui caressa le visage. Sa peau était chaude, pas brûlante. La fièvre était complètement tombée pendant la nuit. « Je suis là, ma chère, je suis là. Où sommes-nous » Émilie regarda autour d'elle, confuse. « Ce n'est pas la pension. » « Non, nous sommes dans un nouvel endroit, un endroit sûr. » Était-ce un mensonge? Élisabeth n'en était pas sûre, mais à cet instant, en voyant sa fille vivante et éveillée, elle sentit que peut-être non. Peut-être que cette maison que tous redoutaient, était exactement ce dont ils avaient besoin. Mais d'abord, il leur fallait de la nourriture. Élisabeth explora la maison à la lumière du jour. Elle découvrit une petite cuisine au fond, avec un poêle à bois couvert de poussière, mais encore fonctionnel. Il y avait un garde-manger, vide à l'exception de quelques pommes de terre flétries qui avaient germé, et d'un sac de farine,
que les rats avaient trouvées des décennies auparavant. Il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait rien. Élisabeth sentit son estomac se nouer douloureusement, lui rappelant qu'elle aussi n'avait pas mangé depuis plus d'un jour. Les enfants étaient dans un état pire encore. Mathieu gémissait doucement, se tenant le ventre. Claire essayait de se montrer forte, mais Élisabeth pouvait lire la faim dans ses yeux cernés. « Je sors, » dit Élisabeth. « Je vais au village. Je vais acheter à manger. »« Quoi ?» demanda Claire, la voix empreinte d'une tristesse pragmatique. « Personne ne nous donnera rien. » Élisabeth n'avait pas de réponse, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas rester là sans réagir. Il s'enveloppa dans le châle le plus épais qu'il possédait, encore humide de la neige de la nuit précédente, et sortit. Le monde extérieur avait changé. Tout était blanc. Un blanc pur, aveuglant, immaculé. La neige recouvrait tout, les chemins, les arbres. Même les sons semblaient étouffés, comme si le monde était sous un épais manteau. La trace qu'ils avaient faite la nuit précédente avait complètement disparu. Élisabeth reprit le chemin du village, suivant la vague direction dont elle se souvenait. Le froid était glacial. Il transperçait ses vêtements comme des lames. À chaque pas, elle s'enfonçait dans la neige jusqu'aux genoux. Il lui fallut près de 2 heures pour atteindre la périphérie du village. À son arrivée, il tremblait violemment. Ses lèvres étaient bleues et ses doigts engourdis. Le village s'éveillait. De la fumée s'échappait des cheminées. Les gens circulaient dans les rues étroites, balayant la neige devant leurs portes, transportant du bois de chauffage, vacant à leurs occupations habituelles. Des occupations qui n'incluaient pas Élisabeth Roussel. Elle se rendit d'abord à la boulangerie. L'odeur du pain frais la frappa de plein fouet, lui retournant l'estomac. Le boulanger, M. Dubois, était derrière le comptoir, les mains couvertes de farine. Quand il vit Élisabeth, son visage se décomposa. « Je n'ai rien à vous dire, Madame Roussel. Allez-vous-en. »« S'il vous plaît, » murmura Élisabeth. « Mes enfants, ils ont faim. Juste un morceau de pain. Je paierai quand j'aurai trouvé du travail. » « Vous ne trouverez pas de travail ici. Tout le monde le sait. Maintenant sortez avant que j'appelle la police. » Élisabeth a essayé l'épicerie. Même réponse. Elle a essayé la laiterie. Même refus. Partout où elle allait, les portes se fermaient, les visages se détournaient, des mots durs la chassaient. Elle se tenait au centre de la place, désespérée, lorsqu'elle entendit une voix derrière elle. Madame Roussel. Élisabeth se retourna. C'était une femme qu'elle ne connaissait pas, jeune, peut-être 25 ans, le visage fatigué et les yeux cernés. Elle portait un châle déchiré et tenait un bébé dans ses bras. « Vous vivez dans la maison froide ?» demanda la femme d'une voix basse en regardant autour d'elle comme si elle craignait d'être entendue. Élisabeth hésita, puis hocha la tête. La femme s'approcha. « Je m'appelle Aurélie. Ma fille, elle est malade. Forte fièvre. Elle tousse. Le docteur Blanchard est venu hier. Il a dit qu'il n'y avait rien à faire, que je devais la préparer pour le Seigneur. » La voix de la femme s'est brisée. Mais j'ai entendu des histoires. Des histoires sur la femme qui vivait dans cette maison, sur la façon dont elle a guéri quand les médecins ont abandonné. Élisabeth regarda le bébé dans les bras d'Aurélie. L'enfant était pâle, respirait difficilement, et de petites bulles de salive perlaient à ses lèvres. Elle reconnut les symptômes. Elle les avait lus dans les carnets de Céleste. Une pneumonie infantile. « Emmène-moi chez toi, » dit Élisabeth. Aurélie vivait dans une petite cabane à la lisière du village. L'intérieur était sombre et froid. Le bois de chauffage était rare et précieux. Une fillette d'environ 3 ans était allongée sur un mince matelas à même le sol, enveloppée dans des chiffons. Sa respiration était un sifflement humide et douloureux. Élisabeth s'agenouilla près de l'enfant. Elle lui toucha le front. Il la brûlait. Elle écouta ses poumons. Ils étaient remplis de liquide. Sans intervention, la fillette mourrait dans 2 jours. « Je peux vous aider, » dit Élisabeth d'une voix ferme, « mais j'aurai besoin de quelques petites choses. »« N'importe quoi, » dit Aurélie, les larmes ruisselant sur son visage.
Élisabeth fit une liste mentale. Dans les carnets de Céleste, il y avait une recette précise pour soigner la pneumonie infantile. Elle nécessitait des herbes. Certaines, elle les avait vues à la cave, d'autres, elle devrait les trouver en forêt. « Je reviendrai ce soir, » dit Élisabeth. « Gardez-la au chaud. Donnez-lui de l'eau même si elle refuse. Forcez-la s'il le faut. »« Tu reviens vraiment ?» demanda Aurélie, la voix pleine de doute. Élisabeth regarda la femme dans les yeux. « Je m'en vais. » Avant de partir, Aurélie glissa quelque chose dans les mains d'Élisabeth, un morceau de pain rassis et la moitié d'un petit fromage. « Pour vos enfants, » dit-elle. « Je sais qu'ils ont faim. » Élisabeth aurait voulu refuser. Cette femme était manifestement aussi démunie qu'elle, mais elle ne le pouvait pas. Ses enfants avaient besoin d'elle. Elle accepta d'un signe de tête et retourna dans la neige. Le chemin du retour vers la maison froide était plus facile maintenant qu'il y avait un sentier balisé. À son arrivée, les enfants se précipitèrent vers lui. Élisabeth coupa le pain et le fromage en 4 petits morceaux, un pour chacun d'eux. Ce n'était pas suffisant pour les rassasier, mais c'était déjà ça. Puis elle est descendue au sous-sol. Elle passa les heures suivantes à identifier les herbes dont elle avait besoin. Céleste avait tout méticuleusement étiqueté. Du thym, de la racine de réglisse, des feuilles d'eucalyptus séchées, du miel cristallisé vieux de 70 ans qui, étonnamment, était encore en bon état. Élisabeth a suivi la recette à la lettre, telle qu'elle était écrite dans son carnet. Elle a fait bouillir l'eau. Elle a mélangé les herbes dans les proportions indiquées. Elle a ajouté le miel. Elle a laissé refroidir jusqu'à ce que le mélange soit tiède. Le résultat était un sirop épais, brun doré, qui sentait la forêt et la terre. À la tombée de la nuit, Élisabeth retourna à la cabane d'Aurélie. L'état de la jeune fille s'était aggravé. Sa respiration était si superficielle qu'elle pouvait à peine bouger. Élisabeth demanda à Aurélie de tenir la tête de l'enfant pendant qu'elle versait le sirop goutte à goutte dans sa bouche. L'enfant s'étouffa, en recracha un peu, mais la majeure partie passa. « Donnez-lui-en davantage toutes les 4 heures, » expliqua Élisabeth en lui tendant le biberon. « Demain matin, elle devrait aller mieux. Si ce n'est pas le cas, revenez me voir. » Aurélie tenait la main d'Élisabeth et la serrait fort. « Merci, merci. » Élisabeth rentra chez elle dans l'obscurité, épuisée, affamée. Mais pour la première fois depuis la mort de Philippe, elle ressentit autre chose que de la douleur et du désespoir. Il éprouvait le sentiment d'avoir un but. 2 jours passèrent. Élisabeth prit soin de la fille d'Aurélie, dont l'état s'améliora considérablement. La fièvre tomba, sa respiration se normalisa et elle reprit des couleurs. Aurélie, submergée de gratitude, pleura et répandit la nouvelle. D'autres commencèrent à apparaître à la maison froide. Il y avait d'abord un vieil homme qui avait une plaie à la jambe, qui ne guérissait pas, rouge et infectée. Élisabeth utilisa une pommade à base de plantes qu'elle avait trouvée à la cave. En 3 jours, la plaie commença à se refermer. Il y avait aussi l'histoire d'une femme dont le mari s'était cassé le bras dans un accident à la scierie. Le médecin s'était trompé d'os, et maintenant le bras était déformé et douloureux. Élisabeth a étudié les carnets de Céleste sur les fractures, a cassé l'os une nouvelle fois, l'homme a hurlé de douleur, et l'a remis en place correctement. En quelques semaines, il travaillait de nouveau. Les gens apportaient ce qu'ils pouvaient en guise de paiement. Des œufs, du lait, des pommes de terre, du bois de chauffage, ou parfois simplement de la gratitude. Élisabeth et ses enfants ne souffraient plus de la faim. Mais à chaque guérison, à chaque personne qui franchissait son seuil, l'attention grandissait. Et pas seulement ceux qui sont dans le besoin. Dans le village, dans sa grande maison en pierre, le docteur Arnaud Blanchard écoutait les rumeurs avec une colère grandissante. La veuve Roussel exerçait la médecine, sans formation, sans licence, sans autorisation. Elle volait ses patients, leurs revenus, leur respect, et pire encore, elle le faisait dans la maison froide, chez Céleste Moreau. La maison que son grand-père avait commandée avait brûlé 70 ans auparavant.
mais qui avait miraculeusement survécu. La maison qui recelait des secrets qui auraient dû être enfouis à jamais. Arnaud Blanchard fit venir le père Étienne dans sa chambre. Les deux hommes s'assirent près de la cheminée, buvant du brandy tandis que la neige tombait dehors. « Il faut l'arrêter », dit Blanchard d'une voix glaciale. Le prêtre hocha lentement la tête. Les gens commencent à croire en elle. Ils l'appellent guérisseuse. Certains disent même, ils disent qu'elle a des dons. Des cadeaux? Blanchard cracha le mot. Elle utilise la sorcellerie, des potions, des sorts. Dieu seul sait ce qu'elle a trouvé d'autre dans cette maison maudite. Le prêtre prit une gorgée de brandy. Qu'est-ce que cela suggère? Blanchard se pencha en avant, les yeux brillants à la lueur du feu. Il existe des lois contre l'exercice illégal de la médecine. Il existe des lois contre la sorcellerie. Et il existe des moyens de garantir l'application de ces lois. Cela laisse entendre que « Je suggère que nous fassions notre devoir », interrompit Blanchard. Protégeons les innocents de ce village d'une femme dangereuse qui refuse de rester à sa place. Et si elle résiste? Blanchard sourit, un sourire froid et cruel. Nous utiliserons donc d'autres méthodes. Des méthodes que mon grand-père aurait approuvées. Le prêtre hésita, puis hocha la tête. C'est ainsi que tout a commencé. Non pas dans le feu et les cris, mais dans les murmures et les complots. Dans les plans d'hommes puissants qui décidèrent du sort d'une femme qui avait osé les défier. Et là, dans la maison froide, Élisabeth Roussel étudiait à la lueur des bougies, ignorant tout de la tempête qui se préparait, ignorant du fait qu'elle serait bientôt contrainte de choisir entre le silence et la survie, ou entre la vérité et la destruction. 3 semaines s'étaient écoulées depuis qu'Élisabeth et ses enfants avaient emménagé dans la maison froide. 3 semaines qui avaient transformé non seulement leur vie, mais aussi la perception de dizaines de personnes dans le village et les environs. La maison n'était plus un lieu de terreur, c'était un refuge. Claire était devenue l'assistante de sa mère, apprenant à identifier les herbes, à doser les ingrédients et à préparer les cataplasmes. Ses jeunes doigts étaient plus agiles que ceux d'Élisabeth, parfaitement adaptés aux gestes délicats qu'exigeaient certains traitements. Mathieu et Émilie passaient leur journée à explorer la forêt environnante, cueillant les plantes qu'Élisabeth avait indiquées sur les dessins de Céleste, et revenaient les bras chargés de paniers remplis de racines et de feuilles. Ils étaient redevenus une famille. Non pas celle qu'ils étaient avant la mort de Philippe. Cette famille était perdue à jamais, mais une famille nouvelle. Une famille forgée dans le froid et la peur, tempérée par la survie et un but précis. Mais la paix ne dura pas. C'est par un matin de février, lorsque le soleil a enfin percé les nuages, pour la première fois depuis des semaines, que la toile a commencé à se refermer. Élisabeth était au sous-sol en train de ranger les flacons. Certains étaient vides, ayant servi pour des traitements ces dernières semaines, lorsqu'elle entendit de lourds pas à l'étage. Beaucoup de pas. Ce n'étaient pas ses enfants, c'étaient des adultes, des hommes. Elle grimpa rapidement et se retrouva dans la pièce principale. Claire était près de la fenêtre, les yeux écarquillés. « Maman, des hommes arrivent, beaucoup d'entre eux. » Élisabeth regarda par la fenêtre. 6 hommes marchèrent dans la neige en direction de la maison. Elle en reconnut 2 immédiatement, le docteur Blanchard et le père Étienne. Les 4 autres lui étaient inconnus, visage dur, vêtements de travail, outils à la ceinture. Son cœur se serra. Elle savait ce que cela signifiait. « Restez ici », ordonna-t-il aux enfants. « Ne partez pas, quoi qu'il arrive. »« Maman, non. » Claire essaya de lui attraper le bras, mais Élisabeth était déjà à la porte. Elle sortit dans le froid mordant et referma la porte derrière elle. Les 6 hommes s'arrêtèrent à quelques mètres, formant un demi-cercle qui bloquait toute issue. Le docteur Blanchard s'avança. Son visage était rouge, non seulement à cause du froid, mais aussi à cause d'une colère à peine contenue. Madame Roussel, sa voix résonna dans le silence du matin. « Vous aviez été prévenu, on vous avait conseillé de solliciter l'aide de la mairie.
Au lieu de cela, vous avez choisi de vous installer sur un terrain abandonné et de commencer à exercer la médecine illégalement. Élisabeth garda sa voix calme, malgré son cœur qui battait la chamade. Je ne pratique pas la médecine. J'aide les gens. J'utilise des remèdes naturels. Ce n'est pas un crime. N'est-ce pas un crime? Blanchard rit, mais il n'y avait aucune trace d'humour dans sa voix. Vous administrez des substances non autorisées. Vous diagnostiquez des maladies sans formation. Vous facturez des services médicaux sans permis. Je ne fais pas payer, répondit Élisabeth. Les gens me donnent ce qu'ils peuvent par gratitude. Ce n'est pas un paiement. Le père Étienne s'avança, l'air plus triste que furieux. Madame Roussel, il faut que vous compreniez. Les villageois sont désorientés. Ils délaissent les soins appropriés, bénis par l'Église et approuvés par la médecine, au profit de la sorcellerie, les potions, les pratiques païennes. Je ne pratique pas la sorcellerie, dit Élisabeth d'une voix plus dure. J'utilise des plantes, des herbes, des choses que Dieu a créées pour guérir. Ce que Dieu a créé peut être utilisé par le diable, rétorqua le prêtre. Et cette maison a une histoire de mort, d'accusation de sorcellerie. Ne trouvez-vous pas suspect que vous ayez atterri ici? Je me suis retrouvé ici parce que j'ai été chassé de partout, dit Élisabeth, laissant enfin éclater sa colère. Vous m'avez tous abandonné. Le village, l'église, la famille de mon défunt mari. Cette maison m'a offert un refuge quand aucun de vous ne m'a tendu la main. Blanchard fit un pas de plus, les yeux plissés. Et qu'est-ce que cette maison vous a offert d'autre, madame? Qu'avez-vous trouvé d'autre ici? Élisabeth sentit son sang se glacer. Il savait. D'une manière ou d'une autre, il savait pour la cave, pour les carnets, pour le journal intime. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous ne le savez pas? Blanchard sourit, mais c'était un sourire de prédateur. Cette maison appartenait à Céleste Moreau, une femme accusée de meurtre d'enfant, une femme qui a disparu avant son procès. Et vous, une femme sans instruction, sans formation, vous prétendez tout à coup avoir des connaissances médicales. D'où vous vient ce savoir, madame Roussel? Élisabeth ne répondit pas. Elle ne le pouvait pas. Tout ce qu'elle dirait pourrait être utilisé contre elle. Blanchard se tourna vers les 4 hommes derrière lui. Fouillez la maison de fond en comble. Apportez tout ce qui vous paraît suspect. Livres, bouteilles, herbes, absolument tout. Les hommes commencèrent à se diriger vers la porte. Non. Élisabeth se tenait devant eux. Vous n'avez pas le droit d'entrer chez moi. Votre maison? Blanchard rit. Cette maison est abandonnée. Vous êtes un squatteur. Et les squatteurs n'ont aucun droit. L'un des hommes repoussa Élisabeth avec une telle force qu'elle chancela. Elle tenta de se retourner, mais un autre la retint par les bras. La porte s'ouvrit. Les hommes entrèrent. Élisabeth a entendu le cri de Claire de l'intérieur. « Maman, lâchez-la !» cria Élisabeth en se débattant contre l'homme qui la retenait. Blanchard se contenta de regarder, les bras croisés, un air froid et satisfait sur le visage. Des bruits de destruction provenaient de l'intérieur de la maison. Des meubles étaient renversés. Des étagères tombaient. Du verre se brisait. Puis, l'un des hommes est parti en emportant le coffre de Céleste. Élisabeth sentit son monde s'écrouler. « Qu'avons-nous là ?» demanda Blanchard en s'approchant. Il ouvrit le coffre et parcourut du regard les carnets, les fioles et le journal à la couverture rouge. Intéressant, très intéressant. Il prit le journal intime, feuilleta quelques pages. Il s'arrêta sur l'une d'elles. Il lut en silence pendant un long moment. Son visage pâlit légèrement. Puis, d'un geste rapide, il referma le journal et le fourra dans son manteau. « Ce sont des preuves, a-t-il déclaré. Des preuves de pratiques illégales, de sorcellerie, de profanation de biens abandonnés. »« Ce n'est pas de la sorcellerie !» s'écria Élisabeth. « C'est de la médecine, c'est de la science. Céleste Moreau était une guérisseuse, pas une sorcière, et on l'a réduite au silence parce qu'elle a découvert des choses que des gens comme vous ne voulaient pas voir découvertes.
Les mots lui échappèrent avant qu'elle puisse les retenir. Le silence qui suivit fut absolu. Blanchard se tourna lentement vers elle. Ses yeux étaient de glace pure. « Des gens comme moi ?» répéta-t-il d'une voix basse et menaçante. « Et que croyez-vous exactement que je ne veuille pas être découvert, Madame Roussel ?» Élisabeth savait qu'elle était allée trop loin, mais elle ne pouvait plus faire marche arrière. « Votre grand-père, dit-elle d'une voix tremblante mais ferme, le vieux docteur Blanchard, Céleste a découvert ce qu'il faisait. Elle a découvert qu'il tuait des enfants, des bébés non désirés de familles riches, et elle en était anéantie. » Le silence était assourdissant. Le père Étienne, visiblement choqué, regarda Élisabeth puis Blanchard. Les autres hommes s'étaient immobilisés, les yeux écarquillés, observant la scène. Blanchard fit un pas vers Élisabeth. Son visage était rouge de colère, mais sa voix restait maîtrisée. « Vous accusez ma famille de meurtre sur la base de quoi? Des délires de sorcières, des contes de fées que vous avez trouvés dans une cave poussiéreuse. »« Ce ne sont pas des contes de fées, » dit Élisabeth. « Ce sont des documents, des dates, des noms, des descriptions de poisons. Tout est documenté. Tout est réel. » Blanchard sourit. Un sourire froid et cruel. C'est donc dommage que ces archives n'aient jamais existé, n'est-ce pas? Il sortit le journal de sa poche, le brandit en l'air pour que tout le monde puisse le voir, puis le jeta délibérément dans la neige. Et avant que quiconque puisse réagir, il s'empara d'une des torches que portait un des hommes et la lança sur le journal intime. Le vieux cuir prit feu instantanément. Les flammes se propagèrent rapidement, consumant en quelques secondes des pages vieilles de 70 ans. Élisabeth hurla, tentant de courir pour le sauver, mais l'homme qui la retenait la retint. En moins d'une minute, le journal n'était plus que cendre noire sur de la neige blanche. Blanchard se tourna vers elle. « Il n'y a aucune preuve, Madame Roussel. Il n'y a aucun document. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a que la parole d'une veuve désespérée et folle, qui s'est introduite par effraction dans une propriété abandonnée et a commencé à pratiquer la sorcellerie. » Il se tourna vers le père Étienne. « Père, je crois que nous avons suffisamment d'éléments pour traduire cette femme devant le conseil du village. Êtes-vous d'accord ?» Le père Étienne hésita. Son regard se porta sur Élisabeth, puis sur le coffre, puis sur la maison d'où parvenaient encore les cris étouffés des enfants. Finalement, il hocha la tête. « Je suis d'accord. » Blanchard fit signe aux hommes. « Emmenez-la et amenez les enfants. Ils iront à l'orphelinat de Grenoble en attendant le procès de leur mère. » « Non !» Élisabeth se battit de toutes ses forces, mais ils étaient trop nombreux, trop forts. « Mes enfants, ne touchez pas à mes enfants. » Claire apparut sur le seuil, tenant les mains de Mathieu et d'Émilie. Son visage était baigné de larmes, mais sa voix était ferme. « Nous ne l'abandonnerons pas, » a déclaré Claire. « S'ils prennent notre mère, ils devront nous prendre aussi. » Blanchard regarda la jeune fille avec quelque chose qui aurait pu être du respect, sans le mépris dans ses yeux. « Comme tu le souhaites, mon enfant. Vous partirez tous ensemble. » Alors que le soleil matinal éclairait la neige immaculée, Élisabeth Roussel et ses 3 enfants furent emmenés de la maison froide. La malle de Céleste fut confisquée. Les cahiers furent pris. Les fioles furent détruites. Tout ce que Céleste avait laissé derrière elle, toute la sagesse, tout le savoir, toute la vérité, était effacé pour la 2e fois. Mais il y avait une chose que Blanchard ignorait. Il y avait une chose que personne ne savait, sauf Élisabeth. Avant de partir ce matin-là, avant de remonter du sous-sol, elle avait caché l'un des carnets, le plus important, celui qui contenait les traitements les plus efficaces. Elle l'avait glissé dans sa jupe, le fixant contre sa jambe avec un morceau de corde. La vérité n'était pas complètement morte. Pas encore. La cellule où Élisabeth et ses enfants furent placés n'était pas à proprement parler une prison. Il s'agissait du sous-sol de la mairie du village, un espace froid et humide en pierre servant habituellement à entreposer de vieux documents et du matériel hors d'usage. Une unique petite fenêtre à barreaux, située tout en haut, laissait filtrer une faible lumière grise. Il n'y avait pas de lit, juste de la vieille paille éparpillée sur le sol
et un seau dans un coin qui servait de latrine. Une odeur de moisi et d'urine rance imprégnait tout. Les enfants se serrèrent autour d'Élisabeth. Claire essayait de se montrer courageuse, mais sa lèvre inférieure tremblait. Mathieu pleurait en silence. Émilie, la plus jeune, ne semblait pas bien comprendre ce qui se passait, mais elle sentait la peur ambiante comme un animal sent l'orage approcher. « Tout ira bien », murmura Élisabeth, en les serrant tous les trois contre elle. « Tout ira bien ». Mais elle ne croyait pas à ses propres paroles. 2 jours passèrent. 2 jours sans nourriture convenable, seulement des miettes de pain rassis et de l'eau sale qu'un garde jetait par la petite ouverture de la porte. 2 jours à écouter les bruits du village au-dessus. Des pas, des voix, le son de la cloche de l'église qui rythme les heures. Le 3e jour, la porte s'ouvrit. Le père Étienne entra, tenant une bougie qui projetait des ombres dansantes sur les murs de pierre. Son visage était marqué par une expression qui pouvait être celle de la culpabilité, mais Élisabeth n'en était pas certaine. « Madame Roussel, dit-il doucement, le conseil se réunira demain pour décider de votre sort. Je suis venu vous offrir une opportunité. » Élisabeth se leva lentement et se plaça entre le prêtre et ses enfants. Quelle occasion se présentait donc, si vous avouez, si vous admettez avoir pratiqué la sorcellerie, avoir eu recours à des arts interdits, avoir profané la mémoire de Céleste Moreau en utilisant vos instruments diaboliques, alors la peine sera plus légère. Vous serez exilés, certes, mais vos enfants pourront rester au village, dans un orphelinat décent. Ils seront éduqués, nourris, soignés. Élisabeth sentit la bile lui monter à la gorge. « Et si je n'avoue rien ?» Le prêtre baissa les yeux. « Alors le conseil n'aura pas le choix. Vous serez jugés comme sorcières. Et les sorcières condamnées, eh bien, vous savez ce qui leur arrive. » Élisabeth le savait. La mort, généralement par le feu, c'était le seul châtiment acceptable pour l'Église pour ceux qui faisaient des pactes avec le diable. Elle fixa le prêtre un long moment. Cet homme qui prêchait l'amour et le pardon chaque dimanche lui offrait à présent un choix impossible, avouer un mensonge pour sauver la vie de ses enfants ou mourir pour avoir dit la vérité. « Je ne pratiquais pas la sorcellerie, » dit Élisabeth d'une voix ferme. « Je n'ai pas fait de pacte avec des démons. J'ai utilisé des plantes, des herbes, le savoir. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science. » Le prêtre soupira. « Madame, vous ne comprenez pas. Ce que vous croyez être vrai n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est ce que croit le conseil. Et le docteur Blanchard, il est très persuasif. »« Persuasif » répéta Élisabeth avec amertume. « Vous voulez dire puissant, vous voulez dire riche, vous voulez dire qu'il contrôle ce village et que vous avez tous peur de le contredire. » Le prêtre ne l'a pas nié. Il l'a simplement regardée avec tristesse. « Pensez à vos enfants, madame, je vous en prie. » Puis il partit, emportant avec lui la lumière des bougies, laissant à nouveau Élisabeth et les enfants dans l'obscurité. Cette nuit-là, Élisabeth ne dormit pas. Elle resta éveillée, serrant contre sa poitrine le carnet caché, le seul fragment de vérité qui subsistait. Elle pensa à Céleste Moreau, à sa mort seule réduite au silence, sa vérité brûlée et enterrée. Et Élisabeth comprit qu'elle était confrontée exactement au même sort. À moins qu'elle n'ait fait quelque chose que Céleste n'avait pas été capable de faire. À moins qu'il ne se soit battu non seulement pour sa vie, mais aussi pour la vérité. Le lendemain matin, on la conduisit dans le hall principal de la mairie. C'était un grand espace au plafond haut et aux murs de bois sombre. Un feu crépitait dans la cheminée, mais la chaleur n'atteignait pas Élisabeth, qui se trouvait au centre de la pièce, entourée de regards hostiles. Le conseil du village était composé de 5 hommes. Le maire, un homme gros et transpirant nommé Monsieur Lavigne, 2 marchands prospères, un vieux fermier, et bien sûr, le docteur Blanchard. Il n'y avait ni juge, ni avocat. Personne pour défendre Élisabeth. Les enfants furent laissés dans la cellule.
Élisabeth avait supplié qu'on les autorise à assister au procès, mais sa demande fut rejetée. Les enfants ne doivent pas être témoins de procès pour sorcellerie, avait-on déclaré. Monsieur Lavigne se leva et lut un parchemin d'une voix monotone. Élisabeth Roussel, vous êtes accusée d'exercice illégal de la médecine, d'intrusion sur une propriété abandonnée, de profanation de la mémoire des morts et de sorcellerie. Comment vous défendez-vous? Élisabeth releva la tête. Non coupable de tous les chefs d'accusation. Un murmure parcourut la pièce. Blanchard se pencha en avant sur sa chaise, les doigts entrelacés, les yeux fixés sur elle comme un faucon étudiant sa proie. « Madame Roussel, dit-il d'une voix calme et raisonnable, pensez-vous vraiment que nous allons croire qu'une femme sans instruction, sans formation, pourrait guérir des maladies que même des médecins qualifiés considèrent comme incurables? Je n'ai pas tout guéri, répondit Élisabeth, mais j'ai utilisé le savoir que Céleste Moreau avait accumulé tout au long de sa vie. C'était une scientifique, une médecin, pas une sorcière. Et d'où vous vient ce savoir? Insista Blanchard. Est-il apparu comme par magie lorsque vous êtes entré dans cette maison maudite? C'était dans ses carnets, dans ses livres, dans les documents qu'elle a laissés derrière elle. Des documents que vous ne pouvez plus produire, bien sûr, dit Blanchard en souriant, parce qu'ils ont été détruits lors des recherches. Mensonge, dit Élisabeth d'une voix forte. Ils n'ont pas été détruits lors de la perquisition. Vous les avez confisqués. Vous avez brûlé le journal parce qu'il contenait la vérité sur votre grand-père. La pièce s'embrasa de chuchotements choqués. Blanchard se leva, le visage rouge de colère. Vous osez accuser ma famille de crime en vous basant sur les écrits insensés d'une sorcière condamnée? Céleste Moreau n'a jamais été condamnée, s'écria Élisabeth. Elle a disparu avant de pouvoir se défendre. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'elle a découvert que son grand-père tuait des bébés. Il les empoisonnait sur ordre de familles riches qui n'en voulaient pas. Silence! Monsieur Lavigne frappa la table de son maillet. Madame Roussel, on ne porte pas d'accusation sans preuve. J'en ai la preuve, dit Élisabeth. Puis, sous le regard de tous, elle glissa la main sous sa jupe et en sortit le carnet caché. Le dernier carnet de Céleste Moreau. Le silence se fit dans la pièce. Blanchard pâlit visiblement. Élisabeth ouvrit le carnet. Ce n'était pas le journal intime, celui-ci avait brûlé. Mais c'était quelque chose de presque aussi poignant. C'était le dossier médical de Céleste. Et sur les dernières pages, elle avait consigné les cas des enfants décédés. Non pas avec le même récit personnel que le journal intime, mais avec une précision clinique. Date, symptômes, cause du décès. Et dans 3 cas, elle avait noté « Symptômes compatibles avec un empoisonnement à l'arsenic. Dernière consultation. Docteur Henri Blanchard. » Henri Blanchard, le grand-père d'Arnaud. Élisabeth commença à lire à voix haute. 18 mai 1819. Nourrisson du bois. Fille. 6 jours. Convulsions. Vomissements. Mort subite. L'autopsie a révélé des cristaux blancs sur les lèvres. Arsenic. Arrêtez ça, rugit Blanchard, en se levant si violemment que sa chaise bascula en arrière. Mais Élisabeth a continué. 22 mai. Bébé Moreau. Sans lien de parenté. Garçon. 4 jours. Même symptômes. Même substance. Dernière consultation. Docteur Henri Blanchard. Le silence était désormais total dans la pièce. Tous les regards oscillaient entre Élisabeth et Blanchard. 1er juin. Bébé Garnier, fille. 8 jours. Même cause de décès. Docteur Blanchard présent dans les 3 cas. C'est un mensonge, s'écria Blanchard. Un mensonge inventé par une folle. Alors pourquoi as-tu brûlé le journal? Demanda Élisabeth, sa voix perçant le chaos. Si c'était un mensonge, pourquoi ne l'as-tu pas fait lire à tout le monde? Pourquoi avais-tu si peur de la vérité? Blanchard ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. C'est Monsieur Lavigne qui rompit le silence. Docteur Blanchard, dit-il lentement, ce sont des accusations graves, très graves. S'il y a une quelconque vérité, c'est totalement faux. Blanchard reprit ses esprits,
bien que sa voix tremblait encore. Mon grand-père était un homme respecté, un médecin brillant. Ces mensonges ont été inventés par Céleste Moreau, parce que mon grand-père rejetait ces pratiques païennes. Élisabeth s'avança. Si ce sont des mensonges, qu'on mène l'enquête, qu'on fasse examiner ce carnet par des experts, qu'on recherche des documents de l'époque, qu'on exhume les corps si nécessaire. Vous avez perdu la tête, siffla Blanchard. Ai-je peur? Élisabeth le fixa du regard. Ou est-ce vous qui avez peur? L'impasse fut débloquée par une voix venant de l'embrasure de la porte. Une voix féminine, ferme et claire. J'ai quelque chose à dire. Tous se retournèrent. À l'entrée du hall se tenait Aurélie, la jeune mère dont la fille, Élisabeth, avait été guérie la première. Derrière elle, des dizaines de personnes. Des personnes qu'Élisabeth avait aidées. Des personnes dont elle avait marqué la vie. Aurélie entra, tenant dans ses bras sa fille, désormais en bonne santé et souriante. « Madame Roussel a sauvé ma fille », a-t-elle déclaré. Quand le docteur Blanchard a dit qu'il n'y avait plus rien à faire, quand le prêtre nous a dit de prier et d'accepter la volonté de Dieu, elle est venue. Elle a fait preuve de savoir. Elle a fait preuve de compassion. Et ma fille est en vie. Un à un d'autres s'avancèrent. L'homme blessé à la jambe, la femme dont le mari s'était cassé le bras, une vieille dame qui souffrait terriblement depuis des années, jusqu'à ce qu'Élisabeth lui offre une tisane qui la soulageait. « Ce n'est pas une sorcière, » dit l'homme à la jambe blessée. « C'est une guérisseuse. Elle a sauvé mon mari, » a déclaré la femme. « Elle a apporté l'espoir là où il n'y en avait pas, » a dit la vieille femme. Blanchard jeta un coup d'œil autour de la pièce, réalisant qu'il perdait le contrôle. « Vous êtes tous des imbéciles !» hurla-t-il. « Elle vous a ensorcelés, tous !» Mais sa voix était vide. La situation avait changé. Monsieur Lavigne se leva lentement. « Je crois, dit-il avec précaution, que nous avons besoin de plus de temps pour examiner ces questions. Ce procès sera reporté jusqu'à ce que les enquêtes appropriées puissent être menées. » Non. Blanchard frappa du poing sur la table. « Cette femme est coupable. Vous ne pouvez pas. » Mais sa voix se perdait dans le murmure de la foule qui emplissait désormais la salle. Les gens qui l'avaient contrôlé pendant des années, qui avaient obéi à ses ordres sans broncher, le regardèrent maintenant d'un œil nouveau, avec des yeux qui doutaient, avec un regard qui demandait « Et si elle disait la vérité ?» Élisabeth fut ramenée dans sa cellule. Mais cette fois, lorsque la porte se referma, elle ne se sentit pas vaincue. Elle avait bon espoir. La vérité avait éclaté. Et même si elle pouvait encore la perdre, au moins maintenant d'autres le savaient aussi. Et les vérités, une fois révélées, sont difficiles à enfouir à nouveau. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'interruption du procès. 3 jours durant lesquels Élisabeth et ses enfants restèrent dans la cellule humide du sous-sol de la mairie à attendre. La nourriture s'était légèrement améliorée. Du pain frais, du fromage, même des pommes, apportés non par le gardien, mais par des villageois venus en secret, déposant des paquets devant la porte. Aurélie est arrivée. Elle a apporté une couverture chaude. L'homme à la jambe blessée est arrivé. Il a apporté du bois pour un petit feu que le gardien, désormais plus compatissant, leur a permis d'allumer. La vieille dame est arrivée. Elle a apporté des poupées de chiffon pour Émilie et Mathieu. La situation était en train de changer. Élisabeth le sentait. Mais Blanchard ne se tut pas. La nuit du 3e jour, Élisabeth se réveilla avec une odeur de fumée. Non pas la fumée réconfortante du bois qui brûle dans la cheminée, mais une fumée âcre et chimique qui lui brûlait les yeux et la gorge. Elle se leva d'un bond, le cœur battant la chamade. Les enfants toussaient, se réveillant confus et effrayés. « Au feu !» murmura Claire, les yeux écarquillés de terreur. « Maman, il y a le feu !» Élisabeth courut vers la porte en la frappant à coups de poing. « Au secours ! Au feu ! Laissez-nous sortir !» Mais il n'y eut aucune réponse. Le garde, celui qui avait autorisé le feu de joie, était absent. La mairie était plongée dans un silence de mort.
La fumée s'épaississait, s'infiltrant par les fissures de la porte et ruisselant le long de la petite fenêtre à barreaux. Élisabeth prit la couverture qu'Aurélie avait apportée, l'humidifia avec l'eau qu'elles avaient et la plaqua contre la porte pour tenter de bloquer la fumée. « Couvrez vos visages », ordonna-t-il aux enfants. « Restez près du sol. » Ils obéirent, s'allongeant sur le sol de pierre froide, leur petit corps tremblant non seulement de peur, mais aussi de la terrible compréhension de ce qui se passait. Quelqu'un essayait de les tuer, et Élisabeth savait exactement qui. Blanchard avait compris qu'il était en train de perdre. Il savait que le procès ne se terminerait pas comme il l'espérait. Il décida donc de résoudre le problème autrement. S'il périssait dans un incendie accidentel à l'hôtel de ville, personne ne pourrait le tenir directement pour responsable, et toutes les accusations s'éteindraient avec eux. Élisabeth frappa de nouveau à la porte, plus fort cette fois, criant jusqu'à s'enrouer, mais le silence de l'autre côté était absolu. La fumée était si épaisse qu'il était difficile de respirer. Mathieu se mit à tousser violemment, son petit corps se tordant de douleur. Émilie pleurait, appelant sa mère entre 2 sanglots et 2 quintes de toux. Claire, toujours la plus forte, serra la main d'Élisabeth. « Maman, » murmura-t-elle d'une voix rauque, « je ne veux pas mourir. »« Nous n'allons pas mourir, » dit Élisabeth, même si elle ne savait pas comment elle pourrait tenir cette promesse. « Pas aujourd'hui. » Elle scruta désespérément les alentours de la cellule. La fenêtre, la petite fenêtre à barreaux en haut du mur. Elle était trop étroite pour qu'un adulte puisse s'y faufiler, mais peut-être un enfant, Claire. Élisabeth attrapa les épaules de sa fille. La fenêtre. Peux-tu passer? Claire leva les yeux, les larmes aux yeux à cause de la fumée. C'est très haut. Je vais te hisser. Tu vas franchir la clôture, grimper et aller chercher de l'aide. Tu comprends? Claire hésita, la terreur et la détermination se lisant sur son jeune visage. Finalement, elle acquiesça. Élisabeth souleva la fillette aussi haut qu'elle le put. Claire attrapa les barreaux, ses doigts fins agrippant le métal froid. La grille était rouillée, à peine fixée à la pierre. « Tirez !» ordonna Élisabeth. « Tirez de toutes vos forces !» Claire tira. Les muscles de ses bras maigres tremblèrent sous l'effort. Puis, dans un craquement métallique, une des barres se détacha. « Continuez !» s'écria Élisabeth, sa propre voix presque inaudible dans une violente quinte de toux. Claire tira une autre barre, puis une autre. L'ouverture était désormais assez large. Élisabeth poussa sa fille pour l'aider à se faufiler dans l'étroit passage. Claire se tordit de douleur, éraflant ses épaules et ses côtes contre la pierre rugueuse, mais elle parvint à passer. Élisabeth l'entendit tomber de l'autre côté dans un bruit sourd, suivi d'un gémissement de douleur. « Claire, ça va ?» Un silence. Puis, « Oui, maman, allez, trouvez Aurélie, trouvez quelqu'un, courez !» Élisabeth entendit les pas de Claire courir dans la neige, puis le silence. Elle se retourna vers Mathieu et Émilie, les serrant contre elle et les protégeant de son corps de la fumée qui emplissait désormais la cellule comme un brouillard toxique. Ses poumons la brûlaient. Sa vision commençait à se brouiller. Si Claire n'avait pas reçu d'aide à temps, non, je ne pouvais pas penser comme ça. Claire était forte. Claire pouvait le faire. Je devais réussir. Le temps n'avait plus aucun sens. Les secondes s'étiraient comme des heures. Élisabeth serrait Mathieu et Émilie contre sa poitrine, leur murmurant des mots de réconfort qu'elle parvenait à peine à articuler entre 2 quintes de toux, puis des voix, lointaines, mais de plus en plus fortes, des pas, beaucoup de pas. « Au secours !» Élisabeth essaya de crier, mais sa voix n'était qu'un murmure rauque. La porte s'ouvrit brusquement dans un fracas assourdissant. Des hommes se précipitèrent à l'intérieur, non pas des gardes, mais de simples villageois menés par Aurélie et l'homme à la jambe blessée. Ils la saisirent, s'emparèrent des enfants et les traînèrent tous hors de la cellule enfumée, dans la fraîcheur de la nuit.
Élisabeth tomba à genoux dans la neige, prise de violentes quintes de toux, ses poumons peinant à expulser la fumée toxique. On lui mit une couverture sur les épaules. Une autre personne lui apporta de l'eau. Peu à peu, sa vision s'éclaircit. Elle vit clair, le visage couvert de larmes et de suie dans les bras d'Aurélie. Elle vit Mathieu et Émilie, soignés par d'autres femmes, toussants mais vivants. Tout le monde est vivant. « Que s'est-il passé ?» demanda Aurélie, la voix tremblante de colère. « Comment l'incendie a-t-il commencé ?»« C'était lui, » dit une voix. Tout le monde se retourna. C'était le garde, le gentil qui avait été renvoyé. Il se tenait à l'entrée de la mairie, le visage marqué par la honte et la peur. C'était le docteur Blanchard. Il m'a payé pour partir. Il m'a dit que c'était juste pour lui faire peur, pour la faire avouer. Mais je l'ai vu en rentrant. Je l'ai vu mettre le feu aux vieux documents près de la cellule. Il voulait leur mort. Le murmure de la foule se transforma en rugissement. Les visages, jusque-là neutres, se tordaient désormais de rage. « Où est-il » demanda l'homme à la jambe blessée. « Où est Blanchard ?»« Chez lui » dit le garde. « Enfermé à l'intérieur. » La foule se mit en mouvement. Non pas comme un groupe désorganisé, mais comme une force unie. Elle marcha à travers les rues enneigées en direction de la grande maison de pierre où vivait Arnaud Blanchard. Élisabeth les suivit, trébuchant mais déterminée. Personne ne tenta de l'arrêter. Arrivés chez Blanchard, ils trouvèrent les fenêtres éclairées. Il était à l'intérieur, visiblement impatient de voir son plan fonctionner. Il espérait qu'au matin, le problème d'Élisabeth Roussel serait définitivement réglé. L'homme à la jambe blessée frappa à la porte. « Blanchard, sortez, nous avons des questions à vous poser. » Silence. Il a frappé de nouveau, plus fort. « Blanchard, au nom des habitants de ce village, nous exigeons des réponses. » La porte s'ouvrit lentement. Blanchard était là, vêtu de sa robe de soie, une bougie à la main. Son visage était empreint d'indignation. « Comment ose-t-il venir chez moi à cette heure de la nuit pour formuler des exigences? Vous avez tenté de tuer cette femme et ses enfants, » dit Aurélie en s'avançant. Le garde a avoué. Vous avez incendié la mairie. Des mensonges, dit Blanchard, mais sa voix trembla légèrement. Le gardien est un ivrogne. Tout le monde le sait. On ne peut pas se fier à sa parole. Et moi alors? Élisabeth émergea de la foule, le visage couvert de suie, les yeux rougis par la fumée, mais la voix claire et forte. Vous avez essayé de me faire taire parce que je connais la vérité. La vérité sur votre grand-père, sur ce qu'il a fait. Et vous voulez à tout prix que cette vérité ne soit jamais révélée. Blanchard rit, mais son rire sonna creux. Crois-tu vraiment que quelqu'un te croira? Une intruse? Une sorcière? Ils y croient déjà, dit une nouvelle voix. Le père Étienne apparut à l'écart de la foule. Il tenait entre ses mains un vieux livre usé. « Je suis allé aux archives de l'église, » dit le prêtre, la voix empreinte de tristesse. « J'ai cherché les registres de naissance et de décès de cette époque, il y a 70 ans, et j'ai trouvé quelque chose de troublant. » Il ouvrit le livre, tournant les pages jaunies à la lumière des torches portées par la foule. En mai et juin 1819, 9 bébés sont morts dans notre village. 9. En moins de 2 mois, tous les décès ont été enregistrés comme étant de causes naturelles. Mais en y regardant de plus près, toutes ces familles étaient pauvres. Toutes avaient reçu la visite du docteur Henri Blanchard dans les jours précédant le décès. Il referma le livre, regardant droit dans les yeux Arnaud Blanchard. Puis, fin juin, les décès ont cessé, précisément au moment où Céleste Moreau a disparu. Le silence qui suivit était lourd comme la pierre. Blanchard ouvrit la bouche, la referma, puis la rouvrit. « Mon grand-père, c'était un homme bien, un médecin respecté. Vous ne pouvez pas détruire sa mémoire sur la base des preuves ?» Élisabeth s'avança. « Des faits? Dans les registres que vous avez vous-même conservés dans l'église? Ce qu'il a fait, dit-elle en s'élevant la voix, ce n'est pas seulement tuer ses enfants.
Il a détruit la seule personne qui avait eu le courage de dénoncer ses crimes. Céleste Moreau était innocente, et on l'a réduite au silence, tout comme vous avez essayé de me faire taire ce soir. Blanchard regarda autour de lui, réalisant qu'il n'y avait aucune issue, aucun allié, aucune défense. « C'était justice », dit-il finalement, la voix brisée. « Ce qu'a fait mon grand-père, il protégeait des familles, il protégeait des réputations. Ses enfants, c'étaient des ennuis, des bâtards, des erreurs. » La foule a explosé de cris de colère et de dégoût. Plusieurs personnes ont fait des gestes menaçants envers Blanchard, mais Élisabeth a levé la main. « Non, dit-elle, ne faisons pas comme lui, ne devenons pas des meurtriers. » Elle se tourna vers le prêtre. « Père Étienne, ce village a besoin de justice, de vraie justice. Pas de silence, pas de secret. La vérité. » Le prêtre acquiesça lentement. « Vous avez raison, et nous le ferons. » Le docteur Blanchard sera traduit en justice à Grenoble. Un procès équitable aura lieu. Et la mémoire de Céleste Moreau sera lavée. Blanchard laissa échapper un son entre rire et sanglots. « Et toi ?» demanda-t-il à Élisabeth. « Tu crois que ça fait de toi une héroïne? Tu n'es toujours qu'une pauvre veuve qui joue au médecin. » Élisabeth le fixa du regard. « Je suis une femme qui a appris que le savoir est un pouvoir, que la vérité vaut plus que l'or, que le silence ne protège que les coupables. » Elle se tourna vers la foule. « Et je suis une guérisseuse. Non pas parce que j'utilise la magie, mais parce que j'ai appris, étudié, pratiqué. Et je continuerai à le faire, avec ou sans l'approbation d'hommes comme vous. » La foule éclata en applaudissements. Pas tous, certains la regardaient encore avec méfiance, craignant l'inconnu. Mais beaucoup, suffisamment. Cette nuit-là, Arnaud Blanchard fut emmené, escorté par des hommes du village, à Grenoble, où il devait être interrogé sur la tentative de meurtre et les crimes de son grand-père. Élisabeth et ses enfants furent ramenés à la maison froide. Mais cette fois, ils n'étaient pas seuls. Aurélie les accompagnait, ainsi que plusieurs autres femmes désireuses d'apprendre, de percer les secrets que Céleste avait laissés derrière elle. Le printemps est arrivé dans les Alpes comme une promesse tenue. La neige a fondu, révélant une terre brune et une herbe d'un vert éclatant. Les fleurs sauvages ont éclos dans toute la forêt, offrant un festival de couleurs, jaune, violet, blanc. La maison froide n'était plus froide. Elle était chaude, vivante, pleine de voix. Élisabeth avait transformé le sous-sol en école. Des femmes de toute la région, non seulement de Sainte-Croix-des-Neiges, mais aussi des villages voisins, venaient y apprendre. Étudier les carnets de Céleste. Comprendre les vertus curatives des plantes et des herbes. Claire, maintenant âgée de 10 ans, était devenue la principale assistante de sa mère, apprenant aux autres enfants à identifier les plantes. Mathieu et Émilie passaient leur journée à explorer, à collecter des spécimens, leur rire résonnant dans la forêt. La maison avait été officiellement transférée à Élisabeth par la mairie en reconnaissance de sa contribution au village et en guise d'excuse pour ce qu'elle avait subi. Mais Élisabeth savait que ce n'était pas vraiment à elle. Cela appartenait à Céleste. Et maintenant, cela appartenait à toutes les femmes venues apprendre, venues chercher le savoir, venues chercher le pouvoir sur leur propre vie. Un après-midi de mai, 70 ans jour pour jour, après la dernière entrée du journal de Céleste, Élisabeth se trouvait dans le petit jardin qu'elle avait aménagé derrière la maison. Agenouillée, elle semait des graines de camomille lorsqu'elle entendit une voix derrière elle. Madame Roussel. Elle se retourna. C'était une jeune femme qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Maigre, les yeux effrayés, elle tenait un bébé qui pleurait faiblement. « J'ai besoin d'aide », dit la femme. « Ma fille, elle a de la fièvre. Le médecin de mon village a dit qu'il n'y avait rien à faire. Mais j'ai entendu parler de vous. J'ai entendu dire que vous pouvez faire des miracles. » Élisabeth se leva en s'essuyant les mains. « Je ne fais pas de miracles, » dit-elle doucement. « Mais je peux essayer de vous aider. » Elle fit entrer la femme et la conduisit au sous-sol, qui servait désormais à la fois de pharmacie et de salle de classe. Elle examina le bébé,
reconnu les symptômes et choisi les plantes médicinales appropriées. Et tandis qu'elle préparait le traitement, Élisabeth contemplait le portrait de Céleste Moreau qui était désormais accroché au mur du sous-sol, sauvé des hauteurs et ramené là où résidait le savoir. Les yeux du portrait semblèrent la regarder avec approbation, avec gratitude. La vérité ne meurt jamais vraiment, pensou Élisabeth. Attendez, attendez que quelqu'un soit assez courageux pour le déterrer. Elle avait été cette personne, et maintenant, elle faisait en sorte que d'autres puissent l'être aussi. L'héritage de Céleste Moreau ne se limitait pas à ses carnets ou à ses remèdes. Il résidait dans son courage à défier le pouvoir, dans son refus d'accepter le silence comme une réponse, dans sa conviction que toute vie, et en particulier la plus vulnérable, comptait. Et cet héritage se transmettait désormais de mère en fille, de guérisseuse à apprentie, de génération en génération. La maison froide était devenue la maison de l'espoir. Et Élisabeth Roussel, la veuve abandonnée qui avait failli mourir de froid, était devenue la gardienne d'une vérité qui allait changer des vies pour des générations. Car au final, elle avait appris la leçon la plus importante de toutes. Le vrai trésor n'était jamais l'or, l'argent ou les biens matériels. C'était du savoir. C'était vrai. C'était le courage de se battre pour les deux, quel qu'en soit le prix. Et c'était un trésor que personne ne pouvait nous enlever. Et vous, d'où écoutez-vous cette histoire? Auriez-vous eu le courage d'Élisabeth pour affronter ceux qui ont tenté de la réduire au silence? Parfois, la vérité la plus dangereuse n'est pas celle que recèlent les vieux livres, mais celle qui nous oblige à regarder en face les secrets que nous préférons enfouir. Réfléchissez-y, combien de vérités importantes ont été étouffées au nom du pouvoir? Et combien attendent encore qu'une personne assez courageuse les révèle?